Je ne, je ne peux pas me targuer de savoir. Je suis d'ailleurs même pas sûr, quand j'essaie de l'aider, de pouvoir bien l'aider. Attention, deux artistes, hein, ça fait le feu. Mais pourtant, dans ces moments-là, il est tellement visible qu'elle souffre beaucoup. Elle s'accuse. Bon, je ne vais pas ponctuer à chaque fois à tort. Non, c'est pas la peine. Une fois pour toutes, j'espère qu'on a compris que il y a quelque chose que je ne partage pas avec Cécile, c'est cette sorte de méconnaissance de ses moyens. Ben ça, je ne le partage pas du tout. Elle dit, je n'ai pas de moyens. Elle dit, j'ai lu, c'est vrai, elle a lu. Elle a peut-être lu beaucoup plus que moi, en tous les cas, elle a lu différemment. J'ai lu, puis j'en ai rien fait. Et justement, faut pas faire le malin, mais quand on a lu, c'est pour ne rien en faire. Ouais. C'est soit pour récurer la poubelle, c'est pour jeter ce qui était dans la poubelle, mais c'est pas pour en faire quelque chose. Lire l'autre, c'est pour arriver à soi. C'est pas pour le suivre. Ça, je ne le crois pas. Elle en a donc, à sa façon, fait quelque chose. C'est-à-dire, ce qu'elle constate, j'en ai rien fait. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Seulement si je lui dis tant mieux, elle va dire, ah oui, mais ça c'est bon pour toi, mais moi je suis pas comme ça. Moi j'ai besoin de... Oui, c'est vrai. D'abord, ça c'est son côté juif. Et pas un côté juif comme ça pour rien, gratuitement. Elle est juive. Elle n'est pas juive pratiquante. Ça, c'est... Elle pratique autrement. Elle est juive. Elle porte sur ses épaules, elle porte dans sa main, dans ses oreilles, dans ses yeux, tout ce qui se trouve derrière et peut-être même aussi devant. Mais c'est certain, là, il n'y a pas la combinaison là. C'est-à-dire que le fond de toi est triste, tu peux lire tout ce que tu veux et le lire avec ardeur et profondeur. Tu l'auras lu avec ardeur et profondeur et tristesse. Le ton général, le ton profond, c'est ta tristesse. Apparemment, quand je dis ça, ça sert à rien. Moi, je n'ai rien à mettre. Et bien souvent, quand j'essaye de lui dire... quand j'essaye de lui parler, alors, voilà, elle arrive très vite en ceci que... c'est bon pour toi, ça, c'est sûr, ça cadre parfaitement avec toi. Mais avec moi, ça ne peut pas cadrer. D'abord, elle trouve que moi, si j'ai la foi, c'est un grand bonheur. Alors, j'entends ça assez souvent. Et elle m'entend assez souvent répondre, c'est oui, c'est non. Hein. Je ne suis pas plus tranquille, puisque ce que j'appelle la foi, c'est... c'est cette flamme qui me brûle et qui fait que je n'arrête pas de me rouler dans le doute. Alors une fois qu'il ne se déroule que de cette façon-là, et dans ce centre-là, alors ça peut
non pas être enviable, mais ça peut paraître pour un autre un état que parce qu'on n'est pas passé par lui, on peut croire comme étant aidant. Mais c'est vrai que ça aide. C'est vrai, mais à chaque fois que ça m'a aidé, ça m'a blessé. À chaque fois que je me suis avancé, ça m'a fait retomber. Ah, c'est sûrement ça la foi, j'en ai la conviction. Mais je ne vais pas dire quelle est la différence entre elle qui dit ne pas l'avoir et moi qui crois l'avoir. Faut pas dire comme notre ami qui m'avait dit même si tu dis que t'es pas chrétien, quand t'avais 10 jours on t'a baptisé, t'es chrétien. Ah. Donc si je dis j'ai la foi, tout ce qui m'arrivera, tout ce que je penserai, tout, ça sera sous la grande lumière, le grand dais protecteur de la foi. Mais je n'ai pas une foi protectrice. Non. J'ai une foi rude, difficile, peu commode. D'une certaine façon, encore une fois, voilà les façons. Peu enviable. Vraiment peu enviable. Mais elle est là. Elle est là et je ne peux plus faire sans elle maintenant. Ah oui. Non pas je ne peux plus m'en passer. Ça serait une manie, une habitude. Une canne, une boquille. Non, c'est pas ça. Il est possible que chaque coup de crayon soit le fruit de sa manifestation. Ben, c'est une manifestation qui quelquefois se trompe de cible et me fout de sacrés coups de bâton dans la gueule. Ouais. Alors là, je peux dire, je ne décolle pas. Hein, ouais. La totalité de ce que je dessine, ça m'est donné, naturellement, mais la totalité de ce que ramasse le lapin quand il fouine, ça lui est donné. Il le cherche, mais c'est pas parce que tu cherches que tu trouves. Il faut que dans ce que tu cherches, il y ait une part du don. Alors, tout compte fait, c'est une foi qui me mord. Et en plus, comme c'est une foi sans refuge possible en un Dieu qui serait généreux, bon, doux, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est de la pommade. Ça, c'est chrétien, oui. Écoute plutôt les Juifs. Dans ce domaine-là, oui. C'est un domaine, c'est une façon aussi. Écoute-les plutôt. Eux, quand ils parlent de souffrance, ils savent ce qu'ils disent. Hier encore, Cécile me disait, parlant d'un écrivain, justement, qui était juif, qui est mort. C'était un type très bien, qui écrivait bien, mais qui était un homme très bien. Ça aussi, c'est... Les deux vont pas toujours ensemble. Un type qui ne courait après rien. Un type qui s'est battu, oui. Qui a risqué sa vie. Oui. On risque pas sa vie en écrivant. Non, je crois pas. On peut se mettre en danger, mais... Lui, il a risqué sa vie, puis il a réussi à passer à travers les mailles. On pourrait dire à travers les balles. Ouais. Alors il est mort, il s'est tué. Et sa femme a dit, il souffrait beaucoup, mais il souffrait. C'est Cécile qui me l'a rapporté, ça. Il souffrait, mais c'est normal, c'est inscrit, puisqu'il était juif. Alors, bien sûr, les chrétiens sur leur chaise, ça leur brûle le cul d'entendre ça. Nous aussi, on souffre. Allez, tais-toi, va.
Tu sais pas ce que tu dis. Alors c'est vrai, Cécile, elle souffre. Et moi, je souffre. Et moi, je souffre moins parce que dans ma souffrance, il y a une part qui arrive à se sauver. Tandis que dans la souffrance de Cécile, qui est peut-être d'ailleurs la souffrance juive, dans leur souffrance, il arrive souvent que on ne puisse pas se sauver. Bon, j'arrête là-dessus. Mais il est certain que Cécile, il est certain que Cécile, elle est à ma hauteur, ou je suis à sa hauteur. Mais elle est sur le rail de droite, admettons, et moi je suis sur le rail de gauche. Mais les rails se rejoignent pas, même à l'horizon, quoi. Et c'est avec une certitude que l'on peut, que moi je la vois faire. C'est non seulement elle se débat, d'abord elle voudrait en se débattant sortir la tête et puis sortir les bras et puis là, vas-y, une sorte de rétablissement. Et que ça en soit fini, si c'était possible, avec le trou. Ben voilà, seulement c'est jamais fini, ça. Ça porte certainement un nom. Mais c'est pas un mal. C'est pas un défaut. C'est même sûrement l'un des aspects les plus sûrs d'une qualité. C'est la faculté de la souffrance. Oui. Que je n'ai pas autant, que je n'ai même peut-être pas du tout, de cette façon-là en tout cas. Il y a une qualité chez elle qui ne se trouve pas chez moi. Mais ce qui ne se trouve pas chez moi, ou entièrement chez moi, libère quelque chose qui me permet de, justement d'avoir la tête dehors. Van Gogh, d'accord, il croyait, mais Van Gogh, il était mené par sa foi, et sa foi frôlait la mort jusqu'à ce qu'elle rencontre la mort. Gauguin, c'était pareil. Artaud, c'est la même chose. Il me semble que Cécile, c'est aussi la même chose. Ils chérissent l'intouchable. Et moi, à ma façon, il est bien possible que je veuille saisir l'impossible. Sans doute qu'il y a beaucoup de ça. Sans doute. D'où d'un côté comme de l'autre, des plaies, ça dérouille, quoi. Alors il faudra en finir avec quoi? Avec soi? Ou bien, c'est un peu l'erreur d'Artaud. Ou en finir avec Dieu. C'est pas une affaire de Dieu, ça. Dieu, c'est moi, c'est toi. La foi, c'est pas moi, c'est pas toi. La foi, c'est pas ce qui permet de décoller, hein. La foi, ça tombe, quoi. Ça fait un trou. Ouais. La foi, c'est de l'acide. De toute manière, avec Cécile, il faut pas insister. Il y a... Il y a un moment où on ne doit surtout pas dépasser le... C'est pas une question de limite, c'est peut-être une question de temps, de durée. Elle écoute, et je dirais que tout à coup,
Elle sent bu, oui. Elle voit plus clair. Et elle rejette tout en bloc. C'est-à-dire que ce que je croyais avoir fait à ma façon, mais je ne suis pas du tout sûr de ce que j'étais en train de dire et de faire, mais je croyais tellement à ça que je défendais la cause de Cécile, je défendais... disons que je ne me rends pas compte, la limite est dépassée, et Cécile me regarde, et Cécile me fait comprendre, je te suis plus, je comprends plus, je n'en peux plus. Pour un peu, et d'ailleurs elle le fait, je t'en prie, je te supplie, arrête. Lorsque je reviens tout à fait en arrière, lorsque nous commencions à vivre ensemble, mais dès le commencement, enfin, dès que nous avons commencé, ça a été, ça a été le difficile, la difficile marche. Pas dans le couple, non. Ça allait très bien, ça a toujours été, pour ainsi dire, très bien. La difficulté a toujours été quand ces moments surgissent chez elle, plus que chez moi. Chez moi, il y a bien sûr que ça surgit, que ça bouge, mais je ne me réhausse pas, enfin je ne fais pas quelque chose de plus avec moi, mais il est certain que je me défends mal, mais je me défends. Avec elle, disons qu'il s'agirait de se défendre aussi, mais à un moment donné, paf, elle baisse les bras. Et alors, c'est à ce moment-là que quand elle baisse les bras, moi je suis... alors c'est là que je suis le plus accrocheur. Je ne veux pas, je trouve que... Enfin voilà. Je ne peux pas tellement aller beaucoup plus loin. Je ne suis pas celui qui a la réponse, qui a la solution. Bien sûr, on arrive à remonter à... Bon sang, je lui dis ça, mais... Je lui dis ce que je vais dire maintenant, c'est pas ce que je viens de dire. Je lui dis... je ne veux pas dire longtemps je lui ai dit, mais au début, disons dans les 3, 4, 5, 6 premières années, quand elle me disait, mais qu'est-ce que j'ai, mais pourquoi ça me tombe comme ça dessus, elle disait, j'ai honte, j'ai tout pour me dire, continue et ça va. Et j'ai envie de lâcher, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de te dire, fais-toi, mais moi, laisse-moi. Alors je trouvais, je suis encore certain que j'étais pas à côté. J'étais pas à côté, c'est-à-dire que il me semblait, il m'était apparu, puis faut pas être un grand génie pour pouvoir comprendre ça. Cécile est née, pour ainsi dire, sans connaître sa mère, enfin. Si on peut dire que vivre 3 semaines, et même pas contre sa mère, enfin, serré près de sa mère, dès qu'elle est née, quelques jours après, s'est déclarée une de ces horribles aventures, enfin, je ne sais plus quoi dire là. La septicémie. En 1925-26, la septicémie, ça fait du mal, hein. Alors ils se sont rendus compte très vite, sûrement, que c'était perdu. On peut toujours raconter ce que raconte la tante de Cécile. S'il l'avait pas mis là, c'est le père de Cécile. Si on l'avait emmené ailleurs, on l'aurait sauvé. On peut toujours le croire. Mais
J'ai jamais entendu ça dans mon quartier. Évidemment, à côté de la hauteur du monde de la famille de Cécile, mon quartier, c'était des cons. Mais quand même, ils avaient les pieds sur terre et quand on parlait de ces petits sémis, on préparait pas, mais on pouvait se préparer à se préparer au cercueil. Bah, c'est bien ce qui est arrivé avec la mère de Cécile. Alors quand Cécile me disait, assise sur le lit, tout habillée ou en chemise de nuit, toute nue, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Oui. Bah, là, j'avais pas à parler, j'avais à la prendre et puis à la serrer contre moi. J'avais à lui dire, on va essayer de se calmer, puis dès que tu seras un petit peu calmé tout à l'heure, peut-être ce soir, à la tombée de la nuit, on croisera personne et on ira marcher un peu tous les deux. Oui, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Cécile, elle avait sa douleur en elle. Elle parlait pour ainsi dire pas de sa mère. Elle m'en a dit 20 mots. Et elle n'en a plus parlé. Mais c'était rentré en moi. J'avais entendu, ça faisait bzzz dans mon oreille. Ouais. S'il y a eu ça, il y a eu autre chose. Alors j'y allais sur la pointe des pieds. Je lui disais, mais ça a dû te... Quand tu as su ça plus tard, quand tu étais une petite fille de 8 ans, par exemple. Alors elle disait tout de suite, j'étais en Lituanie, j'allais revenir en France. Bon, bah tu as su que tu n'avais pas de mère. Bien sûr, je l'ai su. Alors là, ça a dû être... Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, c'est vrai, il n'y avait rien. Elle n'avait pas eu sa mère, elle avait eu une famille en Lituanie, tout le monde la dorlotait, l'aimait, la chouchoutait. Alors, elle est revenue en France chez son père. Bon, la tante, il y avait des conflits, là. La tante et le père de Cécile, elle était la belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de la mère de Cécile. Là, comme c'est une véritable folle et mauvaise, elle ne pouvait qu'attiser, elle rendrait responsable, elle rendait totalement responsable le père de Cécile de la mort de sa sœur. Oh, élever une fille, c'était pas elle qui l'élevait, mais c'était un peu elle qui l'élevait. Elle avait un pied partout, cette femme. Bah, Cécile a entendu ça, inévitablement. Cécile a entendu. Cécile a senti. Elle sentait, c'était une fille qui sentait, très petite, elle sentait tout. Mais quand t'as pas une mère et quand on t'a pas mis dans la tête, tu dois la pleurer, eh ben, tu n'as pas une mère et puis t'es pas comme les autres. Et d'une certaine manière, on pourrait presque croire que c'est presque une attraction pour les autres, une différence avec les autres. La majorité a une mère, toi tu n'en as pas. On pourrait marquer là une différence notable et même très importante. Donc Cécile, elle a poussé, elle a grandi. Seulement Cécile, elle a grandi. Cécile, quand elle a eu 13 ans, elle s'est retrouvée avec une étoile. Hein, les autres, ils étaient là. Et puis, il n'y avait pas qu'eux. Il y avait aussi ceux qui poussaient la roue ici. Alors elle a vu ça, elle l'a vu. Ça, on pourrait dire, elle l'a vu beaucoup plus que sa mère. Et d'une certaine manière, elle s'est accrochée énormément à ça, c'est-à-dire au mal et à l'incompréhensible, mal que l'on faisait, qu'on lui faisait, que l'on faisait autour d'elle. Il n'y avait toujours pas la place pour la mère, là. Et puis Cécile a été happée, mais happée parce qu'elle s'est mise dans le sens du vent pour être happée. Elle a été happée alors que son père se planquait et que sa tante se planquait aussi. Ouais, c'est sûr qu'ils étaient pourchassés, ça. Elle, enfant, avec un peu de chance, elle arrivait à passer à travers les mailles. Elle était au lycée, elle était pas à Paris. Elle était en province, elle était loin, dans le sud. Bon, il y avait évidemment tout un tas
de tyrannie, puis de questions qui se posent dans une tête d'enfant comme la sienne. Il y en a qui seraient laissés couler un peu, pourquoi pas. Qu'auraient laissé aller aussi, pourquoi pas. Qu'aurait fait le mort, pourquoi pas. Alors elle, c'est pas ça. Dès qu'elle a pu, elle a essayé de rejoindre ceux qui étaient comme elle. Elle est bien tombée, d'une certaine manière, elle est bien tombée. Et le travail qu'il y avait à faire là, c'était un travail qui lui convenait. C'était pas un travail de vengeance, c'est un travail de construction. On quittera ce pays, on ira dans notre futur pays. Ils en étaient déjà là en 1943. En 1943, avec les Boches d'un côté au cul et de l'autre côté la milice, ils en étaient à... Il faut qu'on passe à travers les mailles, il faut qu'on essaye de sauver ce qu'on peut sauver. Mais en 1943, elle avait 16 ans. C'est petit, hein. Mais comme c'est petit, ça peut faire du travail que des grands ne peuvent pas faire. Les grands se feront repérer, on leur dira qu'est-ce que vous faites, montrez vos papiers. Ben, on pourra leur mettre la main sur le callback et leur dire on va faire une enquête. Avec une fille de 16 ans, qui n'était pas très grande, qu'on paraissait peut-être 14, on dit rien. On n'arrête pas ça. On les arrête dans certaines conditions, certaines circonstances. Mais sinon, ça peut passer. Il y a un danger, mais ça peut passer. Il y a un peu plus de chance pour que ça passe. Et puis voilà, ça c'est... Elle est passée, puis d'autres ne sont pas passés. Puis elle a connu de très très près. Elle a vu de ses yeux. Elle a entendu de ses oreilles. Elle ne s'est pas trompée. Elle n'a pas besoin d'imagination. C'était servi tout chaud. Ça se resserrait de plus en plus. Il y en a qui disparaissaient de plus en plus nombreux. Il était sans doute temps que ça arrive, que la fin de tout ça arrive. Mais la fin, c'était pas la fin pour elle. Ça a été comme le commencement. C'était enfin, elle naissait. Elle est née en 1944, alors qu'elle était née... elle était née en 1927. Elle est née en 1944. Elle a encore pendant 2 ans travaillé. Elle n'était pas du tout... Pendant 2 ans, elle a travaillé à l'intérieur même de l'organisation. Seulement, ils étaient libres. Enfin, c'était libre et pas libre. C'était toujours clandestin. Mais c'était clandestin dans un pays qui était, entre guillemets, libéré. Et puis, elle a fini par piquer la tête et elle est partie en Israël. Ouais. Ah ben, elle avait envie, elle avait besoin. Elle avait besoin, mais c'était quand même plus compliqué que le besoin, puisqu'elle a travaillé dur. Elle a construit. Elle a tellement construit qu'elle s'est détruite. Elle. Elle a connu la guerre. Une autre guerre. Puis elle est tombée malade. Elle est tombée malade avant que ça soit créé. D'une certaine manière, c'est son départ qui a fait la création. C'est un peu ça. Seulement la création, c'était le véritable début des pires emmerdements. Mais elle, bon, elle est tombée malade. Elle est devenue tuberculeuse. Mais elle n'est pas devenue tuberculeuse que par des privations, que par une période de plusieurs années à se cacher dans les fermes et dans les bois et à ne manger que très mal. Ça n'arrange pas les choses. Mais je crois qu'il y a autre chose. Pas spécialement chez elle, mais chez certains. Et l'autre chose, bon ben, il fallait qu'elle parte de là-bas. D'accord, elle était malade et elle s'est appuyée là-dessus comme sur un pansement. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait eu autre chose. Alors autre chose, elle était devenue plus exigeante envers elle-même. Elle avait commencé à dessiner, à graver. Ça s'était déjà passé un petit peu quand elle était en France avant de partir, mais elle avait reçu le poison, si on peut parler de poison. Et là-bas, ce n'était peut-être pas réalisable. Et puis là-bas, ce qui était en train de se réaliser, ou sur le point de se réaliser, n'était peut-être pas non plus tellement enthousiasmant. Il y avait là
un certain affaissement. Ah oui. J'en ai connu d'autres après. Oui. Très affaissés. Enfin, la revoilà en France. Petit à petit, elle se rapproche de moi. Et moi aussi, je me rapproche d'elle. On va l'un au-devant de l'autre. Pendant que j'étais à Marseille, elle s'apprêtait à partir là-bas. Ouais. Et quand je suis revenu à Paris, elle est revenue aussi à Paris. Elle était malade. Moi aussi, j'étais malade. Ça fait un curieux dessin, ça. Une sorte de destinée qui est en train de se tracer là. Mais il faut que ça se réalise. Il y a beaucoup de destinées qui ne se réalisent pas comme ça. Jusqu'à ce que je la rencontre. Et puis là, petit à petit, je parle, elle parle. Elle parle, je parle. Quand je parle, elle me répond. Quand elle parle, je lui réponds. Puis après, elle parle, je questionne. Je parle, elle me questionne. D'une façon comme une autre de déblayer le terrain. On avance. On avance parce qu'on a besoin d'avancer l'un au-devant de l'autre. Sûr, hein. Ouais. Quelque chose qui est écrit là. Ouais. Quelqu'un qui ne l'est pas, puis l'autre qui l'est. Ouais. Alors elle me dit qu'elle est juive, bien sûr. Évidemment que je lui apprends rien en lui disant que je ne le suis pas. Elle me dit ce qu'elle a fait. Ouais. Je dis aussi un peu ce que j'ai fait. Ouais. Il se trouve que c'est pas loin d'être pareil. Seulement, elle a porté une étoile et moi j'ai pas porté l'étoile. Ouais. C'est important, bien sûr. Mais vous avez des parents? Oui. J'ai ma tante et mon père. Ma tante et mon père. Et la mère. Et j'ai pas ma mère. Ah tiens. Alors j'ai pensé qu'elle avait été déportée, puis que le père l'avait pas été. Non, c'était pas ça. C'était pas ça, puisque la mère était morte. Ah oui. Quand? Alors en 27. Alors quand vous êtes né? Oui. Alors c'est là que j'ai commencé à dire des conneries, mais enfin, c'était pas des conneries. J'ai dit, ça a dû vous manquer. Alors elle m'a dit pas du tout, jamais. Je n'avais pas arrivé, je pouvais pas comprendre ça. Quand je la laissais, que je revenais chez moi, j'habitais encore à l'île Saint-Louis à ce moment-là. Je me disais, comment est-ce qu'on peut dire, non, elle m'a pas manqué. Mais je ne pensais, je ne pensais, je ne voyais que ce que moi j'avais connu, c'est-à-dire sans ma mère, c'était pas possible. Et je lui prêtais que sans sa mère, elle souffrait. Mais elle me disait, puisque je ne l'ai pas connue, je lui dis, mais tu savais. Après, on est devenus un petit peu plus amis. Alors je lui dis, tu savais que tu n'avais pas ta mère, tu savais que ta mère était perdue. La seule chose que je savais, enfin je l'ai su beaucoup plus tard, c'est qu'elle était morte de septicémie. J'ai regardé dans un dictionnaire et j'ai vu septicémie, maladie infectieuse généralisée, mortelle. Alors, je me suis senti responsable de la mort de ma mère. J'ai dit, ma vie, ma venue au monde, c'est le départ d'elle. Moi, j'ouvre les yeux et les bras, et elle ferme les siens, et elle part. Oui, je pouvais comprendre, mais enfin, c'est tellement évident quand on a une mère que... Mais quand on ne sait pas qu'on avait une mère, et quand on ne sait pas ce que c'est que d'avoir une mère. Alors donc ta mère est morte. Alors quelquefois, une fois elle m'a dit, elle est morte. Si elle était restée vivante, peut-être qu'on se serait fait tous prendre. 13 ans après, on se faisait peut-être tous rafler, à savoir. Mon père serait pas parti là où il est allé, moi on m'aurait pas envoyé dans le Midi, près d'Albi. On aurait peut-être été raflés tous les trois. On serait peut-être morts tous les trois tout de suite. Ouais. Et alors? Alors moi je m'en sors, mon père s'en sort, ma tante s'en sort. C'est les trois seuls survivants des deux côtés des deux familles. Et les autres, il n'y a pour ainsi dire plus personne. Et tout ça, ça se passait en Lituanie. Ouais. Alors je découvre la Lituanie à travers les yeux de Cécile. Je suis sûr que les yeux de Cécile sont les yeux de la Lituanie. Je crois que d'ailleurs, je pense juste à ce moment-là, parce que des années après, je vais aller avec elle une fois ou deux en Lituanie. Et je vais me rendre compte qu'il y a effectivement des yeux lituaniens. Pas lituaniens, pas lituaniens chrétiens, disons, mais des lituaniens de famille juive. Ah ouais. Ils ont
ce regard voilé, velouté même. Oui. Incomparable avec les autres regards. Quelquefois bleu-gris, quelquefois marron clair. Oui. Cécile, c'est plutôt de ce côté-là. Avec toujours dedans cette tristesse qu'elle a conservée. Même si je la rends heureuse. Même si elle rit. Quand elle rit, il y a encore une tache à l'intérieur du regard. C'est beau, mais il faut savoir pourquoi c'est là. Hein. Si c'est là, c'est... Alors j'ai connu... Elle m'a parlé longuement du père. J'ai connu donc le père. Après, je l'ai connu réellement, mais elle m'a parlé longuement du père. Elle m'a parlé longuement de sa tante. Elle m'a parlé longuement aussi de toute la famille qui avait été tuée, qui était là-bas en Lituanie. Parce qu'elle n'était pas restée en Lituanie, naturellement. En 36-37, le père qui était à Paris l'avait réclamée. Alors elle était revenue avec sa tante. C'est ce qui l'a sauvée. Si elle était restée là-bas, plus de Cécile. Alors ceux qui avaient pu se sauver, ben, ils s'étaient sauvés en se faisant prendre par les Russes. Ils étaient déportés au fin fond de la Russie. Il y en a que ça a sauvé. Alors j'ai appris comme ça qu'il y avait 2 oncles. Il y avait un oncle qu'elle avait beaucoup connu, l'autre elle l'avait connu, mais un peu moins. Il était marié. Tandis que l'autre, toujours le frère de la mère, mais... Alors j'ai su qu'il s'appelait Léo, puis l'autre, il s'appelait Chaim. Alors Chaim, elle en parlait moins, parce qu'elle avait été moins sur ses genoux. Tandis que Léo, elle était souvent sur ses genoux. Et puis Léo, il était parti, non pas en fumée, mais il était parti. Il avait été ramassé, et puis embarqué là-bas, très loin. Et puis, vers 48-49, miracle. On apprend, paraît-il, à Paris, que Léo, il est vivant. Il est loin, là-bas, dans le fond. Almata, c'est loin. Irkoutsk, tout ça, très très loin. Un froid terrible. Le soleil, presque jamais. Moins 40, moins 50. À sa façon, dans le goulag. Ouais. Pourquoi? Bourgeois. Ah bon. Et il était bourgeois, tu parles. Il était juif. Ouais. Je découvre tout, là. J'aurais jamais découvert ça. J'aurais pas été un homme si j'avais pas découvert ça. Je l'ai su très vite. Je connaissais les Italiens. C'était pas non plus... C'était pas simple, hein. Oui, mais c'était pas ça. Non, non, pas du tout. Ils sont pas slaves, les Italiens. Ils ont le sang vif. Tandis que là-bas... Je sais pas qu'ils soient mous, mais... Ils ont été tellement brûlés. Puis à la fin, les autres les brûlaient complètement. Oui. Alors, petit à petit, j'ai connu une famille à travers la bouche de Cécile. Il y avait une cousine, il y avait une deuxième cousine. Il y en a dont on savait qu'ils étaient encore vivants. Mais ceux qui étaient vivants avaient été entraînés, toujours pareil, la même combine. Les Russes les prenaient, les foutaient dans des wagons et hop, en avant. C'était un mélange d'évacuation et de déportation. Tandis que les autres, quand ils sont rentrés, il n'y avait même pas les wagons. T'étais pris, foutu dans ta cour et... Voilà, ça se faisait là. Oui. Au fur et à mesure que Cécile avançait dans son histoire, moi j'étais... Je ne pourrais pas du tout utiliser comme mot « j'étais fasciné ». Oh, absolument pas. J'étais surtout terrorisé. Oui. Terrorisé de me trouver devant celle qui savait tout ça, qui en avait traversé une grande partie, mais qui, avec sa pensée, avait traversé même ce qu'elle n'avait pas traversé. Elle avait l'imagination, on peut dire, tout à fait fertile, féconde. Oui. Alors, j'entends parler de Léo. J'entends moins parler de Chaim.
J'entends parler aussi d'un frère qui s'était tiré bien avant tout ça, lui, et qui vivait en Amérique. Il s'appelait Ephraim. Fait que ça faisait un mélange. Moi, je lui parlais de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, de l'oncle Édouard, de Raphaël, l'autre italien, de Charlot. Je lui parlais d'Angéline. Ah, on passait des soirées très animées. Très animées, mais on avait tout le temps les yeux mouillés. Alors elle me parle donc de Léo. Elle se rappelle quand elle était toute petite et qu'il la prenait sur ses genoux. C'était un peu son père, puisque le père, il était resté en France. Pourquoi le père était resté en France? Parce que sa belle-sœur, la tante de Cécile, lui interdisait de revenir en Lituanie. Reste où tu es. Elle avait kidnappé la fille. Ouais. Mais Léo, lui, il était le papa gâteau. Il la caressait, il lui donnait des colliers, il lui faisait essayer des manteaux de fourrure. Très joli pour une petite de 5, 6, 7, 8 ans, ouais. Il l'embrassait certainement. Il était célibataire. Puis d'un seul coup, plus rien. Il lui manquait Léo. Elle avait Léo en manque à l'intérieur d'elle. Surtout quand elle a su qu'il était là-bas, au fond. Et qu'il était peut-être en train d'essayer de remonter le courant, de revenir vers la Pologne, et qu'avec un peu de chance, il pourrait passer à un moment donné les forêts polonaises et rentrer à la fois en Allemagne, à la fois en Autriche, enfin passer par là, revenir dans une fournaise qui s'était éteinte. Mais il était de langue allemande, il parlait le russe, mais il allait souvent faire ses provisions en Allemagne. Alors j'ai appris comme ça que le petit village, il était à côté d'une gare de triage qui était la gare frontière, que la gare frontière, quand on l'avait passée, on faisait le couloir de Danzig, que Cécile me disait le couloir. Moi, quand j'ai commencé à grandir et qu'on me parlait du couloir de Danzig, je m'attendais à un couloir comme un vestibule dans un appartement. Puis il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de cloison, pas de mur, pas de plafond. Mais on était en train de traverser le couloir de Danzig. Alors lui, l'oncle Léo, c'est pareil. Puis il arrivait à Berlin. Alors j'ai entendu longtemps parler de Berlin. Alors j'entendais parler de Berlin à travers une petite fille. Elle avait gardé les images des petites filles. Alors c'était Berlin. Elle, on ne l'avait pas emmenée à Berlin, mais elle entendait parler. Berlin, Moscou, Saint-Pétersbourg, Leningrad à ce moment-là. Ouais. Varsovie, Kaunas, Vilnius, Riga, Königsberg, Kibarti. Ça, c'était le nom du petit village. C'était là que son fameux grand-père, chef de la famille, avait élevé toutes les filles et tous les garçons. La mère de Cécile sortait de là. Ah oui. Un album déchirant. Elle avait des photos. Comment avait-elle ces photos? Elle les avait ramassées, elle les avait prises à son père, à sa tante, au grand-père quand elle était là-bas. Elle me montrait. Elle me montrait, elle, comment elle était sur les luges, comment elle donnait à manger aux chevaux. Elle me montrait sa mère, habillée en tyrolienne, assise avec de belles cuisses, sur un tabouret et un petit chapeau et une plume. Je lui ai dit, mais quel âge elle avait là? Là? Oh, elle avait 20 ans. Elle n'était pas encore mariée. Non. Elle avait de beaux genoux ronds, comme les femmes en avaient à ce moment-là. C'était pas la mode des genoux pointus. Elle avait une belle poitrine, une bouche un peu petite. C'était pas le visage de Cécile. Non. Cécile, elle avait plutôt le visage de l'autre côté, du côté paternel. Mais la mère était douce. On voyait qu'elle était douce. Sur une photo, à côté de la mère, il y avait l'autre sœur, la tante, celle qui avait élevé Cécile. On voyait toute la différence. Dans le visage de la tante, la dureté, l'exigence, le « je veux ». Je veux aussi qu'on m'obéisse. Et dans le visage de la mère de Cécile, il y avait toute l'obéissance. Elle était plus vieille que sa sœur, et elle était commandée par sa sœur, sans aucun doute. Elle était vouée à la souffrance, elle le porte dans les yeux, dans le bas du menton, dans la bouche. Il y a quelque chose d'ouvert. Elle était avaleuse de quelque chose, de son propre malheur, sans doute. Les genoux rondes, légèrement duveteuses. Ses doigts, c'était pas les doigts de Cécile.
C'était des doigts un peu épais qui partaient en fuseau. Les genoux, oui. Cécile a les genoux de sa mère. Elle a les yeux aussi de sa mère. Des soirées de photos. De photos noires, de photos bistres, sépia, avec derrière des tampons. On mettait des tampons derrière les photos. C'était marqué en russe, en lituanien, Schwinjvich. Oui. Photo de la cour, photo du petit village, photo des cousins. J'avais pas besoin de demander. Je savais que tous étaient morts. Il y avait peut-être que celui-là, le grand, un peu gros. Oui, c'est Léo. Ah, lui, s'en est tiré. Oui, c'est lui. Oui. Alors les 10, 11, 12 autour de lui, tous morts. Elle s'est jetée par la fenêtre. Celle-là, elle s'est foutue dans le puits. Les autres, ils n'ont pas pu. Ils les ont tués là, dans le fond de la cour. C'est un véritable ciment, ça. Je dois dire que c'est la chance de ma vie. Parce que moi, je n'arrivais pas à m'expliquer ce que j'avais vécu. Je dis bien, c'est tout à fait ailleurs. Il n'est pas question de rapprocher ça à ça. Mais je ne savais pas ce que j'avais vécu. C'est en entendant Cécile, c'est en voyant les photos qu'elle me montrait. C'est en dormant à côté d'elle, ou c'est en la sentant dormir à côté de moi, que j'ai laissé remonter, ou que j'ai fait se déchirer cette sorte de bâche dont on avait recouvert ma propre vie. Ça n'a jamais été tout à fait clair, mais il n'était pas possible qu'il ne se passe pas ce qui s'est passé en moi, homme, j'entends, homme. Ça n'était pas possible sans la rencontre. Ça aurait pu être la rencontre d'une belle fille, une gentille fille, une douce fille, une ouverte fille, ouais, tout ce que tu veux comme qualificatif. Mais le plus important, c'était une douloureuse fille. Dire que j'avais besoin de rencontrer la douleur chez une femme avec qui je passerais. Maintenant, c'est 52. On est en 94. Ça fait 42 ans. C'est rien. Ah oui, mais c'est pas vrai non plus. Et ben, disons que lentement, je suis descendu dans l'eau. C'était à la fois la Seine, puis c'était aussi l'eau qui passe à Vilnius. Je me souviens plus du nom. La Veda, peut-être. La Veille, la Vaille. Ah, je suis pas sûr. Mais les mots, les noms qu'elle me disait, je les gardais, c'était précieux. Chaque mot nouveau, je m'y arrêtais. Je demandais même quelquefois la traduction, parce que tout ce qui est en allemand est signifiant. Le lituanien, elle ne le parlait pas. Mais le yiddish, elle le parle. L'allemand, elle le parle, c'est sa langue maternelle, pour ainsi dire. Alors je demandais toujours, si on traduit, ça veut dire quoi? Ah, on arrivait au forgeron, au pain râpé, à la carotte de nez, enfin... Je n'avais pas du tout le sentiment de m'enrichir par un apport insolite qui faisait diversion dans ma vie. Non, j'ai jamais aimé ce qui est surprenant. Mais avançant dans ce qu'elle me disait, elle me faisait avancer dans ce que j'allais lentement retrouver, quoi. Alors elle les avait tous perdus. Petit à petit, elle les reconstruisait. Moi, je les avais pas tous perdus. Hein. C'est pas du tout passé la même chose. Mais on m'avait fait
on avait fait un peu le ménage pour moi, puisque j'étais voué à un avenir apparemment brillant, d'après ce que j'ai compris avec ma mère. Il ne fallait pas avoir comme bagage ce qu'elle elle avait, mais surtout ce que mon père n'avait pas. Et donc j'avançais sans bagage. Et pas de bagage. J'avais du vent. J'avais du rêve de ma mère. J'avais du construit de sable. Ça n'avait pas beaucoup d'importance pour elle si c'était une construction dangereuse, cabreuse et uniquement sur des allumettes. Non, non, elle était une femme et elle savait que quand on se donne, on se donne. Et ça, elle s'est donnée. Et donc moi, j'arriverai à un moment donné où j'aurai à me donner. J'imagine qu'elle me faisait entièrement confiance. J'imagine que c'était ça, parce que sinon, comment serait-elle arrivée à croire que j'allais émerger? Or, je n'ai jamais émergé, comme elle le voulait, jamais.